Ma carrière de mannequin a pris un coup quand mon client m'a qualifié d'ordinaire. J'étais désespéré de changer mon visage. C'est là que j'ai trouvé Dr Ramirez. La clinique était à 40 minutes de Carthagène, sur une route passant de l'asphalte à la terre. Pendant tout le trajet, le chauffeur Uber me jetait des coups d'œil dans le rétro comme s'il attendait que je m'enfuis. Quand on s'est enfin arrêté devant ce bâtiment trapu en béton aux vitres teintées, il a coupé le moteur, s'est retourné et a marmonné comme un avertissement en espagnol. En entrant dans la clinique, j'ai été aussitôt enveloppé par la puanteur d'eau de Javel. Il n'y avait qu'un seul autre patient. Il était emmailloté de bandages de la tête aux pieds, si immobile que je doutais même qu'il respire. La réceptionniste a glissé une pile de formulaires de consentement en espagnol et après avoir griffonné mon nom, elle m'a conduite vers Dr Ramirez. Au premier coup d'œil, il avait l'air plutôt repoussant. Il portait un casque métallique pour Dieu sait quelle raison. « Change-toi et mets la blouse. L'anesthésiste sera bientôt là », dit le docteur Ramirez d'une voix rocailleuse. J'aurais dû partir immédiatement, suivre mon instinct, mais je ne l'ai pas fait. Une fois en blouse et allongé sur la table d'opération, 2 personnes ont surgi avec des masques d'Halloween, un clown et un cochon. « Attendez, c'est quoi ce bordel ?» J'ai tenté de me redresser, mais des mains m'ont plaqué. « Détendez-vous, ils sont juste là pour m'aider. » Le docteur Ramirez est entré avec un sourire malsain. Ses yeux brillaient de joie comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. Le masque de cochon ricana derrière. Le clown m'a plaqué une main sur la bouche pendant que l'homme au masque de cochon cherchait quelque chose. J'étais maintenu fermement sur la table par 2 autres. Le docteur Ramirez planait au-dessus de mon ventre, prêt à l'ouvrir. Ses mains gantées s'agitaient comme s'il était impatient de m'inciser. « Dépêchez-vous, sédatez-le » grogna Ramirez, irrité. Mais avant qu'il puisse m'injecter, ma main a jailli et renversé le plateau d'instruments. J'ai attrapé la première chose que j'ai pu, un scalpel, et j'ai frappé sauvagement le docteur Ramirez. Je lui avais entaillé profondément le bras. J'ai alors donné un coup de pied à la seule source de lumière au-dessus de ma tête, brisant l'ampoule et plongeant la pièce dans l'obscurité. Docteur Ramirez et ses assistants fous ont sombré dans un chaos total. Je rampais au sol dans le noir, utilisant mes mains pour trouver la porte quand j'ai entendu un enfant pleurer. Je me suis précipité vers le couloir sombre. J'entendais encore le chaos venant de cette pièce. J'ai aperçu une autre pièce à ma gauche et, à ma grande surprise, j'y ai trouvé cette petite fille d'environ 10 ans, accroupie dans un coin. Elle était terrifiée. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait ici. La pauvre gamine m'a dit qu'elle était orpheline et que le docteur Ramirez l'avait prise chez ses parents d'accueil. Pas juste des opérations illégales. Cette clinique s'enfonçait plus profondément dans le monde du crime. Je ne pouvais pas partir sans l'enfant. Je l'ai prise et caché sa tête contre ma poitrine pour la protéger des traumatismes à venir. Ils sont partis ? Je ne sais pas, ma chérie. Mais on s'en va, d'accord ? Le médecin a dit que mes parents d'accueil ont pris de l'argent pour m'envoyer ici. Sa voix se brisa et ma gorge se serra. Savoir que ses parents d'accueil l'avaient livré à un monstre comme Ramirez pour de l'argent me rendait encore plus furieux. Elle leva les yeux, le regard humide. « Tu promets de ne pas me laisser. »« Je le jure, » dis-je en serrant fort sa main. « Pas avant qu'on voie la lumière du jour. » Sans téléphone, impossible d'appeler les flics. La seule solution était de courir et de s'échapper de cet enfer. Je les entendais franchir la porte. Mes yeux scrutaient partout, cherchant une cachette. Il y avait des poubelles alignées contre le mur, mais la plupart débordèrent de chiffons ensanglantés et de tubes. J'en ai finalement repéré une qui était vide. J'y ai mis l'enfant, les couvertes de chiffon, et lui ai dit de se taire. Je me suis glissé dans une autre juste à côté, évitant tout mouvement brusque qui pourrait trahir ma présence. J'ai fermé le couvercle au moment même où leurs pas sortaient par la porte arrière. L'air à l'intérieur puait la rouille et l'eau de Javel, et j'entendais les bottes crisser sur le gravier dehors. « Il n'a pas pu aller bien loin, et il a pris le gosse !» cria Ramirez. J'ai retenu mon souffle, priant qu'il ne vérifie pas la poubelle. La lampe torche balaya la poubelle, projetant des taches de lumière vacillantes à l'intérieur. Je ne respirais pas, ne bougeais pas. J'ai prié jusqu'à ce que tout devienne flou et que l'obscurité m'envahisse. J'ai poussé le couvercle doucement et me suis faufilé dehors, à l'écoute. La petite fille était toujours cachée, tremblante sous les chiffons ensanglantés. Je l'ai appelée et elle a relevé la tête.
Nous avons attendu une bonne minute avant de bouger. Je me rappelais le bourdonnement du générateur entendu plus tôt. Il venait de l'arrière. Ça voulait dire qu'il y avait sûrement une sortie de service près d'ici. On a rampé dans le couloir, enjambant du verre brisé et des traînées de sang. La porte du bloc opératoire était entr'ouverte. Je voyais Ramirez à l'intérieur hurler sur ses hommes. Ils croyaient tous qu'on s'était enfui. On a trouvé la porte de secours et couru vers la route jusqu'à ce que les lumières disparaissent derrière nous. Finalement, un homme en pick-up nous a trouvés et nous a conduits au poste de police. On a prévenu les flics et les parents d'accueil de la petite ont été arrêtés. Ils n'ont pas trouvé Ramirez dans sa clinique. Il savait déjà que les flics me chercheraient. Alors il s'est enfui avec ses hommes. 2 mois se sont écoulés depuis cet incident. Je travaille dans un boulot normal. J'ai vu Lucia dans sa nouvelle famille d'accueil la semaine dernière. Elle y est bien plus heureuse et aimée. Franchement, je ne regrette pas d'être allé à la clinique de Ramirez. Sans ça, Dieu sait ce qu'ils auraient fait à Lucia. Je suis sûr que Ramirez volait des organes sous prétexte de chirurgie et les vendait au noir. Où qu'il soit, j'espère qu'il sera attrapé avant de détruire d'autres vies. Cela faisait 1 semaine que j'avais rompu avec Raphaël, mon copain de 7 ans, quand la balle de softball m'a frappé au visage à 100 km/h pendant le match caritatif de notre entreprise. J'ai entendu le craquement avant de ressentir la douleur et de voir le sang. J'avais perdu mon nez et ma pommette. Le médecin des urgences a dit que j'avais besoin d'une opération immédiate. Mon assurance a approuvé le docteur Valdez, un spécialiste en reconstruction faciale avec d'excellentes références. Il répétait que j'avais de la chance de l'avoir dans des délais aussi courts. Ce qui s'est passé après reste flou. J'ai signé des formulaires sans vraiment les lire, acquiesçant à des choses que je ne comprenais pas. Mais je me souviens de la voix calme de l'anesthésiste me disant de compter à rebours à partir de 10. J'ai tenu jusqu'à 3 avant que tout devienne noir. Je ne me suis pas réveillé avec la douleur post-opératoire habituelle. La douleur était vive, presque vivante, comme si quelque chose déchirait mon crâne de l'intérieur. J'ai essayé d'ouvrir les yeux pour crier, mais impossible. Mon corps était complètement paralysé, et pourtant j'étais pleinement consciente, et je pouvais tout sentir et entendre. « Passe-moi le petit scalpel, et rappelle-moi ce qu'il voulait changer. »« Tout, » expliqua l'assistante. Le nez, les pommettes et la mâchoire, même les os orbitaux. Il a envoyé des versions modifiées par IA de son visage et veut qu'elles ressemblent exactement à ces images. Lui, la panique traversa chaque nerf. Quelqu'un avait payé pour remplacer mon visage sans mon consentement. J'ai essayé de bouger et de crier, mais mon corps ne répondait pas. Je sentais la brûlure sur ma peau, le bruit de déchirure et le liquide chaud coulant sur mes joues. Il est très précis, à payer extra pour le travail supplémentaire. Mais c'est illégal, non? Elle n'a pas consenti à tout ça. Son formulaire mentionne des corrections nécessaires pendant l'opération. Légalement, on est couvert, et il nous a payés. Je me sentais désespérée et impuissante en essayant de bouger. J'ai concentré toute ma volonté dans ma main droite, mais rien ne s'est passé. Combien de temps encore? Encore 2 heures, peut-être 3. Nous reconstruisons essentiellement toute sa structure faciale. Je ne pouvais plus supporter qu'il découpe mon visage, limant mes os et me transforme selon leurs fantasmes malsains. Et la douleur empirait sans cesse. Je sentais qu'il travaillait sur ma pommette, la vibration de la scie contre l'os. Chaque nerf de mon visage hurlait, mais je ne pouvais émettre aucun son. Puis mon doigt a tressailli et ma main a bougé brusquement. C'est Constante s'emballe, docteur. Donnez-lui plus de propofol. Un liquide froid a atteint ma perfusion, mais j'ai lutté de toutes mes forces. Et soudain, mes yeux se sont ouverts. Les lumières chirurgicales m'ont aveuglé. À travers l'éblouissement, j'ai pu voir Dr Valdez, le visage stupéfait au-dessus du mien, scalpel toujours en main. J'avais un tube respiratoire dans la gorge, impossible de crier, mais je me débattais violemment. Elle est réveillée. Son assistant a saisi mes épaules, mais l'adrénaline brûlait à travers la paralysie. J'ai arraché le tube de ma gorge, les senti racler tout le long pendant que je hurlais. J'ai attrapé le plateau d'instruments et l'ai envoyé voler. Le métal claquait partout, les prenant tous deux par surprise.
J'ai roulé de la table et heurté durement le sol. Mon visage était en feu. Le sang chaud coulait le long de mon cou. « Mélissa, arrête! Tu dois te calmer !» J'ai rampé vers la porte. Mes jambes cédaient sous moi, mais je continuais d'avancer. D'une façon ou d'une autre, j'ai atteint la porte, l'ai ouverte, et suis tombé dans le couloir. 2 infirmières m'ont vu, couverte de sang, avec la moitié du visage bandé et l'autre moitié à vif. Elles ont commencé à crier. « Appelez la sécurité! Appelez la police !» Je me suis effondré sur place. Mes cris ont fait accourir plus de personnes. Ils m'entouraient, essayant de comprendre ce qui s'était passé pendant que je me débattais. Ma blouse était trempée de sang. Mon visage était à moitié fait, un côté bandé, l'autre côté chair vive et os exposés. J'ai essayé de parler, mais ma mâchoire ne fonctionnait pas bien. La sécurité tenait Dr Valdez contre le mur. Son assistante pleurait, disant qu'elle ne faisait que suivre les ordres. Quelqu'un a appelé les urgences pendant qu'une autre équipe chirurgicale me précipitait vers un bloc différent. Alors qu'il me sédatait, j'ai entendu Dr Valdez crier que j'avais signé les formulaires de consentement et que tout était légal. Quand je me suis réveillé des heures plus tard, un policier attendait près de mon lit. Mon visage était maintenant correctement bandé. La douleur était atténuée par les médicaments. Ils avaient fait leur possible pour réparer les dégâts, mais l'expression du médecin en disait long. Le policier a expliqué comment la sécurité de l'hôpital avait saisi le téléphone du docteur Valdez et trouvé des messages de Raphaël, des confirmations de virements et des dizaines de mes photos modifiées avec des filtres IA. Contrairement à mon vrai visage, la version IA avait une mâchoire plus marquée, des pommettes hautes et un nez parfaitement droit, comme sur Snapchat. Il avait engagé quelqu'un pour me lancer la balle au visage et soudoyer le personnel pour que je sois confié au docteur Valdez. Dès notre rupture, il avait tout mis en marche. Je savais qu'il était contrôlant et obsessionnel. C'est en partie pour ça que j'ai rompu avec lui. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il serait aussi fou. L'anesthésiste a dit que je n'aurais pas dû me réveiller. Les drogues dans mon système auraient dû me garder endormi pendant des heures, mais mon corps les a métabolisées plus vite, ou la terreur a pris le dessus. Si j'étais restée inconsciente 2 heures de plus, les changements auraient été permanents et je me serais réveillée comme la petite amie filtrée par l'IA de Raphaël. Raphaël a pris 15 ans. Dr Valdez, 20 ans. J'ai subi 6 mois d'opérations correctives pour réparer les dégâts. Mon visage ne sera plus jamais comme avant, mais il m'appartient. Le pire, ce ne sont pas les cicatrices ou le traumatisme. C'est que pendant 2 heures, j'étais consciente mais paralysée pendant qu'on effaçait mon identité parce qu'être humaine et réelle était trop pour lui. Et ils sont nombreux, là dehors, vivants et en attente. Regan avait toujours été la fille populaire de notre école, exhibant ses magnifiques cheveux blonds et son sourire séduisant. Tout le monde l'appelait Barbie, et elle portait ce titre comme une couronne. On était co-capitaine des Pom-Pom Girls, ce qui signifiait qu'elle me voyait comme une menace et essayait de me pourrir la vie dès que possible. Elle me surpassait en tout, mais ce qui la rendait folle, c'était ma peau naturellement claire et ma silhouette fine, des atouts qu'elle ne pouvait pas avoir sans dépenser une fortune. Alors, quand elle a disparu pendant 2 semaines durant les vacances d'hiver, les rumeurs ont commencé aussitôt. Barbie Regan avait subi une chirurgie esthétique, et les résultats allaient épater tout le monde. Mais quand Regan est entrée dans la salle ce matin-là, elle semblait vouloir disparaître, avec d'énormes lunettes cachant la moitié de son visage, un masque médical sur le nez et la bouche, et ses cheveux blonds rabattus vers l'avant. Elle bougeait de façon raide et maladroite, comme si elle souffrait de partout. Les choses ont dégénéré quand un prof lui a demandé d'enlever ses lunettes et son masque. Le corps entier de Regan s'est raidi. Elle a mentionné un certificat médical, mais quand on lui a demandé de le montrer, elle semblait perdue. Regan fouillait dans son sac quand Tyler, un autre élève, a éclaté de rire au fond de la classe. Il s'est moqué d'elle devant tout le monde. Regan est restée là, complètement figée. Même avec ses grosses lunettes de soleil, je voyais qu'elle paniquait. À midi, tout le monde l'appelait Barbie ratée. Quelqu'un avait fait un TikTok comparant ses photos de Pom-Pom Girl à des chirurgies plastiques ratées.
En 1 heure, il y en avait des dizaines. Je ne vais pas mentir, une part de moi aimait ça. Après des années à faire pleurer d'autres filles, c'était comme si le karma la rattrapait enfin. À l'heure de l'entraînement, Regan avait disparu. Coach Stevens a dit qu'elle était rentrée malade. J'ai fini par rester tard pour maîtriser une nouvelle chorégraphie. J'ai terminé vers 17h, 17h30 quand tous les locaux de l'école étaient vides. J'étais sous la douche quand j'ai entendu la porte du vestiaire claquer, si fort que le bruit a résonné sur les carreaux. « Allô ?» ai-je crié en coupant l'eau. Mais je n'entendais que l'eau qui goûtait et le bourdonnement des néons. J'ai attrapé ma serviette et je suis sorti. Soudain, j'ai entendu cette voix familière au loin. C'était Regan. « Tu t'amuses du malheur des autres, n'est-ce pas, Natalia ?» Elle est sortie de derrière une rangée de casiers, portant toujours ses lunettes de soleil et ce masque. « Regan, vous avez tous fait de ma vie une blague. Mon estomac s'est noué. »« Regan, je ne voulais pas. » Elle tremblait. Ses mains se crispaient en poings. La lumière vacilla et je voyais qu'elle pleurait derrière ses lunettes. J'ai fait un pas en avant, mais me suis arrêté net. Regan a soudain retiré ses lunettes et j'ai failli hurler. Ses yeux étaient complètement anormaux. Rouges et gonflés, comme si un vaisseau sanguin avait éclaté dans sa tête. Elle gardait toujours ce masque cependant. Je n'aurais pas eu à le faire si tu n'étais pas là, à exhiber cette peau parfaite. Le chirurgien a dit que je pouvais la voir, et c'est tout ce que je voulais. Elle a baissé son masque et j'ai été horrifié. Son visage entier était couvert d'éruptions et de points de suture. Par endroits, sa peau se détachait, révélant des plaies fraîches. Son nez était si bizarre que j'avais du mal à reconnaître Regan. Ses lèvres étaient gonflées comme piquées par 1000 abeilles. Elle a commencé à marcher vers moi avec une haine pure. « Regan, je suis désolé. Tout le monde se moque de moi à cause de toi. » Je n'avais pas remarqué que Regan tenait des ciseaux dans sa main. « Regan, pose ça. » Les garçons disent que je ressemble à un monstre, que je devrais disparaître, que personne ne m'aimera jamais. Alors si je suis un monstre, autant agir comme tel. Elle m'a foncé dessus et j'ai à peine réussi à esquiver. Les ciseaux se sont plantés dans le casier où ma tête était juste avant. Regan, arrête. Son visage balafré s'est tordu de rage. J'ai attrapé mon sac de sport et l'ai balancé vers elle. Elle m'a frappé sur le côté, me faisant trébucher. J'ai couru, mais le vestiaire était trop petit. Elle était juste derrière moi, haletante, les ciseaux cliquetant. Si je ne peux pas être jolie, toi non plus. J'ai atteint la porte, mais elle était verrouillée. Elle m'a attrapé les cheveux et m'a tiré en arrière. Elle m'a traîné au sol et j'ai vu les ciseaux se lever vers mon visage. J'ai levé mon bras et la lame l'a transpercé d'un coup. Je l'ai senti trancher ma peau et mes muscles, le sang chaud coulant vite. Quand la douleur est arrivée, j'ai hurlé, mais je devais m'échapper avant qu'elle ne me tue. Je l'ai frappée au coude dans l'œil et elle est tombée, souffrante. Je n'ai pas attendu. J'ai fui, laissant une traînée de sang derrière moi. Coach Stevens m'a trouvé dans le couloir, en pleurs et en sang, et a appelé les secours. Les policiers sont arrivés avec les ambulanciers. Ils ont trouvé Regan dans le vestiaire, assise avec ses ciseaux, se balançant et murmurant d'être jolie. Je suis à l'hôpital maintenant, en attendant qu'ils finissent de recoudre mon bras. Le médecin a dit que j'avais eu de la chance. 1 centimètre de plus et elle aurait touché une artère. Il a fallu 23 points de suture. Les policiers ont dit que Regan est emmenée dans un hôpital psychiatrique. Ses avocats vont sûrement dire qu'elle a eu une crise due au harcèlement et aux chirurgies ratées. Peut-être qu'elle n'était pas dans son état normal, mais je sais qu'elle n'est pas la seule fautive. Nous aussi, on s'est moqué d'elle sans penser à l'effet que ça aurait sur elle. J'espère simplement qu'elle obtiendra l'aide dont elle a besoin. Et pour ceux qui pensent que la chirurgie est la solution, réfléchissez bien, car beaucoup de faux chirurgiens ruinent des vies au nom de la beauté.